Alain Juppé, bonjour. C'est une relecture de l'histoire politique de la France, et parfois du monde, de ces 50 dernières années que vous nous proposez dans vos mémoires, publiés récemment aux éditions Talendier et intitulées « Une histoire française ». Mais c'est aussi votre histoire d'homme politique, plusieurs fois ministre, Premier ministre aux côtés de Jacques Chirac, maire de Bordeaux pendant plus de 20 ans et aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel. Une vie d'engagement avec ses succès, ses erreurs, ses joies et ses peines. Alors merci Alain Juppé d'avoir accepté de participer à cette émission au visage sur RCF pour nous permettre de mieux connaître l'homme derrière la figure politique et médiatique. Alors on vous associe souvent avec la ville de Bordeaux, dont je le disais, vous avez été maire pendant plus de 2 décennies. Mais en lisant votre livre, on découvre que vos racines, ce n'est pas Bordeaux, mais ce sont les Landes. Alors en quoi cette région a quelque part façonné l'être que vous êtes ? Je suis né à Mont-de-Marsan, chef-lieu du département des Landes. Ce n'est pas très éloigné de Bordeaux. C'est dans l'aire d'influence de Bordeaux. J'avais mon grand-père paternel qui habitait Bordeaux et quand on allait faire des courses à la grande ville, on allait à Bordeaux, bien évidemment. Vous voyez, c'est pas tout à fait un territoire qui m'est étranger. Les Landes, c'est autre chose. J'étais dans la Haute-Lande, 1 habitant au kilomètre carré de densité, dans ce qui a failli être ma circonscription. Ça m'a beaucoup marqué. J'y ai vécu 18 ans depuis la date de ma naissance jusqu'à mon envol vers Paris. Ma famille était landaise. Mon grand-père s'appelait Hubert Darroze. C'est un nom qui est encore un peu connu dans la gastronomie nationale et aquitaine. Voilà, je me suis formé dans ce milieu de petite bourgeoisie plutôt terrienne. Mon père exploitait, comme on disait, des propriétés, des métairies et puis des forêts aussi. Et comme je dis, quand je franchis la Garonne, tout de suite, ce sont les senteurs qui me reviennent, l'odeur de la forêt, les pins, les piñadas à l'époque ont résiné, donc l'odeur de la résine aussi. Donc vous relisez dans cette histoire française, bien sûr, votre parcours, mais aussi vous êtes assez franc sur votre personnalité, j'ai trouvé. Et vous avez cette petite phrase: si l'on me trouve parfois sec et raide, c'est mon mimétisme avec le pin des Landes. Oui, j'ai utilisé cette image, le pin des Landes, quand il a 20 ou 30 ans, il est droit, sec, avec quelques touffes au sommet. Moi, je les ai perdus. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer ce qu'on a appelé ma froideur ou ma raideur. Il y a peut-être d'autres explications d'ailleurs. Vous en parlez à plusieurs fois dans le livre, ça revient. Oui, ça a été un handicap pour vous, cette raideur, cette froideur? D'une certaine manière, ça m'a blessé parce que j'avais l'impression que on ne percevait pas bien quelle était ma vraie personnalité. Je ne suis pas sûr d'être quelqu'un d'insensible ou de sec. J'en donnais l'impression ou l'apparence, alors pourquoi C'est lié à une timidité naturelle de votre enfance? J'ai lié ça à la géographie landaise, je viens de le dire, mais aussi à d'autres facteurs, mon enfance. J'ai été pendant tout mon parcours scolaire, depuis l'école primaire jusqu'au bac, le meilleur de la classe. Voilà. Le bon élève. Le bon élève, le prix d'excellence. Et par la force des choses, ça crée un peu de distance avec les copains, même si j'avais beaucoup de camarades que je vois encore aujourd'hui. Déjà à l'époque, dans quelques les décennies, années 50. Forcément. Et donc c'est peut-être ça qui m'a, avec ma timidité naturelle, poussé à avoir vis-à-vis des autres une certaine retenue. Et puis les Landais sont pas des Marseillais, voilà, c'est aussi une réalité. Votre mère a beaucoup compté pour vous. Les mères comptent toujours beaucoup dans les existences, mais la vôtre, on a l'impression en particulier, c'est elle qui vous a poussé à être un bon élève, à toujours être le meilleur? Elle avait une forte personnalité, on l'appelait d'ailleurs la tsarine dans la famille. Wow. Et elle était partie du constat que j'étais bon élève et que si j'avais pas les meilleures notes, c'est que j'avais pas fait ce qu'il fallait pour les avoir. Et donc elle exerçait sur moi une forme de pression avec une affection sans borne, évidemment. J'ai été un enfant heureux parce que j'ai été aimé, mais il fallait bosser. Exigeante, et en particulier quand il m'arrivait de rentrer à la maison et de dire « Ah là, j'ai une mauvaise note, je la méritais pas », immédiatement on me disait « Tais-toi et travaille ». Et ma mère n'allait pas engueuler les profs comme on le fait aujourd'hui. En dehors du fait de travailler, quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises? Une certaine simplicité. Mon père était un homme
qui n'avait pas son bac, et avait son certificat d'études. Il avait une jeunesse que je n'ai jamais très bien connue, mais qui, à mon avis, était un peu difficile. Quand on traversait Bayonne, il me disait souvent, c'est là que j'ai mangé de la vache enragée. J'en savais pas plus. Il avait un caractère un peu rugueux, un peu plus retenu que moi encore, mais également très généreux. Donc, ça a compté aussi dans ma formation. Mais dans cette petite ville qui était Mont-de-Marsan, j'ai vécu une enfance quand même très protégée et très heureuse. L'insécurité, on connaissait pas. Voilà. Et quand je parlais de valeurs, vous avez été élevé dans une famille chrétienne ? Votre mère, en tous les cas, était J'étais enfant de cœur dès le plus jeune âge. Maman avait une formation tout à fait catholique et chrétienne. Mon père, pas. Mais voilà, j'étais tout de suite dans le bain de notre Sainte Mère l'Église et j'ai servi la messe jusqu'à un âge avancé, au point que j'étais d'ailleurs plus grand que l'archiprêtre de Mont-de-Marsan à la fin de mon parcours. Et ça m'a profondément marqué. Encore aujourd'hui, vous oui, bien sûr, marqué on ne change par pas ses racines. Quand on a été nourri à ce lait-là, ça laisse des traces. Et puis, par la suite aussi. Voilà, et comme dès le début, j'avais aussi un petit brin d'ambition au fond de moi, quand j'étais enfant de cœur, vers l'âge de 7-8 ans, mon objectif était clair, je voulais être pape. Alors, déjà. Ça n'a pas duré beaucoup. Non, déjà non, après j'ai renoncé assez vite. Et voilà. Et je dis que j'ai vis-à-vis de l'Église catholique une relation un peu ambiguë. Je suis très sensible à ses rites, à sa liturgie, à sa pompe. À la pompe, bien sûr, la messe de minuit qui à l'époque était à minuit, pas avec 3 messes, pas à 10 heures le soir, les 3 messes successives, le ténor qui entamait minuit chrétien à minuit pile, tout ça, ça me bouleversait, ça me touchait un petit peu au trip, ce qui prouve que j'étais déjà quelqu'un de sensible. Mais aujourd'hui, vous vous diriez chrétien encore ou d'une certaine manière, vous avez pris une distance par rapport à l'Église? D'une certaine manière, oui. J'ai une certaine distance par rapport à l'Église parce que je connais son histoire, ses fautes et même ses crimes. Il y a une série actuellement qui s'appelle Les Sorcières. On voit le travail de l'Inquisition au XVIe siècle. Et aujourd'hui encore, ce scandale qui les branle très profondément, qui est celui de la pédophilie. Mais pour moi, l'Église, c'est quand même une institution millénaire qui est porteuse d'un message extraordinairement dérangeant, extraordinairement révolutionnaire. Jésus est un fort. Révolutionnaire. Totalement. C'est quelqu'un qui rompt totalement avec tout l'héritage religieux de l'époque, à savoir, aimez-vous les uns les autres. La valeur suprême, c'est l'amour. Et ça, je pense que c'est encore un message d'une force extraordinaire qui fait que je me sens chrétien. Est-ce qu'on peut être chrétien sans croire vraiment? C'est ça la question. C'est pour ça que vous citez Jean d'Ormesson. Vous dites, je me sens à l'aise, je me définis comme lui, comme un catholique agnostique. Ça peut sembler paradoxal. Oui, tout à fait. Catholique, parce que je viens de dire ce que je pense de l'Église catholique et du lien que j'ai eu avec elle et que je garde avec elle. Mais en même temps, j'admire beaucoup ceux qui ont la foi. Certains ont reçu la grâce. Et vous en avez rencontré, je pense à Desmond Tutu, par exemple. Oui, bien sûr. Et puis, dans l'histoire aussi, je suis un grand lecteur de Pascal, un peu moins de Claudel et de quelques autres. Et pour Montaigne, le Bordelais, vous l'aimez beaucoup. Oui, dont la foi était quand même moins assurée, plus distante. Et puis, d'une certaine manière, j'admire aussi les matérialistes intégraux qui ont décidé qu'il n'y avait rien après la mort et que voilà, le ciel était vide. Je suis entre les deux, je ne sais pas. Alors, c'est pas confortable, parce qu'on cherche, et comme je l'ai dit quelque part, j'ai plus beaucoup de temps pour trouver. Visage, l'expression de l'être. Alain Juppé, vous avez utilisé le mot d'ambition tout à l'heure. Est-ce que vous vous définiriez comme un ambitieux? Et si oui, qu'est-ce que vous mettez sur ce mot d'ambitieux? Oui, je pense que j'ai eu de l'ambition. Alors c'est un mot à double sens, si je puis dire, enfin, qui est à la fois positif et négatif. Un ambitieux, c'est parfois quelqu'un qui est prêt à passer sur le corps de ses camarades pour arriver à cet objectif. Pour moi, l'ambition, c'est se fixer des buts élevés, essayer de se dépasser pour les atteindre. Et je pense que c'est une valeur positive. Pour être médaille d'or aux Jeux Olympiques, il faut de l'ambition. Pour être un grand journaliste, éditorialiste, écouté par les foules, il faut de l'ambition. Pour réussir en politique, il faut de l'ambition. Et ainsi de suite. On en trouve partout. Dans le corps médical, ça existe aussi, l'ambition et même la compétition. Voilà pourquoi je trouve que l'ambition ne doit pas être stigmatisée comme quelque chose de négatif, à condition qu'elle soit mise au service d'une cause. Et bien entendu, je pense que c'est quelque chose qui peut élever plutôt qu'abaisser. Mais vous le savez très bien, il y a une ambition aussi qui est négative. Et vous avez dû la côtoyer, non, dans les milieux politiques? Oui, il n'y a pas que dans les milieux politiques. Comme je l'ai dit, marcher sur les autres pour s'affirmer soi-même, c'est effectivement
évidemment pas un sentiment très, très positif. Mais je préfère voir aussi le côté positif de cette dynamique. C'est comme le mot élite. Aujourd'hui, il fait peur. On n'aime pas les élites. Mais on a besoin d'élites. Je reprends l'image des Jeux Olympiques, on a besoin d'élites sportives, et ça choque personne. Mais quand vous avez fait l'ENA, puisque après avoir fait Cagnes, Hippocagne, vous avez fait l'ENA, on vous disait que vous seriez l'élite ? Non, on ne me le disait pas, mais de facto, c'était le cas. L'école normale de la rue d'Ulm est considérée comme une école d'élite. Et l'ENA, à tort ou à raison, aussi. Ça l'a d'ailleurs valu là une mauvaise réputation. Qu'est-ce que c'est alors une élite pour vous ? Je l'ai dit, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui tirent les autres vers le haut. Voilà. Par leur propre performance, par leur propre qualité, par leur propre réalisation, et qui peuvent servir d'exemple et de témoignage. C'est le premier de cordée, comme a dit Emmanuel Macron. Voilà. Vous savez que je ne porte pas de jugement sur les hommes politiques. Vous ne pouvez rien dire. Alors ça, je le précise, avec la fonction que vous avez au Conseil constitutionnel, vous ne pouvez pas parler des hommes et des femmes politiques en activité. Voilà, j'ai pris cette précaution en venant. Mais cette phrase-là, ça va. Oui. Elle n'est pas éminemment politique. Politicienne, en tout cas. Alors Alain Juppé, vous auriez pu être un haut fonctionnaire, un grand commis de l'État toute votre vie, mettre au service de l'État comme ambassadeur ou comme préfet. Vous avez fait le choix d'entrer en politique. Alors ça, j'aimerais que vous m'expliquiez. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde politique, dans l'arène politique? J'aurais pu être un haut fonctionnaire, puisque c'est le début de ma vie professionnelle. J'aurais pu être aussi archéologue. Ah ouais? Quand je suis sorti de l'école normale, il y avait un poste disponible à l'école française d'Athènes. Et j'étais tenté, donc je pourrais encore aujourd'hui être en train de fouiller à Delphes avec l'école française d'Athènes. Ah, c'est vrai, vous y avez pensé? Absolument, j'y ai pensé, puisque j'ai commencé par une culture littéraire. J'ai passé la grecque de lettres, l'école normale, etc. Et pour moi, l'apprentissage du grec et du latin est quelque chose qui a profondément contribué à ma culture personnelle. Alors, pourquoi la politique? D'abord, il n'y avait pas dans mon milieu familial de culture d'entreprise, à proprement parler. C'était pas du tout le bain dans lequel j'étais. C'était plutôt service public, enseignement, etc. J'ai parlé de l'école normale. Et donc, c'est vers cela que je me suis orienté, sous l'influence de certains de mes professeurs. J'ai eu la chance d'avoir au lycée des professeurs remarquables qui m'ont profondément marqué. Monsieur Godefroy, qui était mon professeur d'histoire et d'instruction civique, je l'explique, qui un jour m'a mis dans les mains la brochure de présentation de l'ENA. C'était aussi sexy que le journal officiel, mais bon, je me suis plongé là-dedans et j'ai vu grand corps de l'État, Conseil d'État, Cour des comptes. Pour le petit bonhomme que j'étais, issu de je connaissais personne strictement à Paris. Moi, j'avais aucune espèce de relation. Ça me paraissait. Vous n'aviez pas de réseau, comme on dit. Aucun réseau, ni dans le passé, ni peut-être même dans le présent. Voilà. Donc ça a joué. C'est dans mon orientation. Maman voulait que je sois prof de médecine. C'était l'ascenseur social par excellence. Si j'étais devenu un ponte du CHU de Bordeaux, elle aurait été... La tsarine aurait été heureuse. La tsarine aurait été épanouie. Et vous l'avez pas écouté? Non, parce que, voilà, j'ai raconté aussi cette anecdote. Un jour, je visite une salle d'opération en Angleterre, dans un voyage d'étudiants, et je vois les outils d'un chirurgien orthopédique, les scies, les vilebrequins, les machins. J'ai dit, oh là là. C'est pas pour moi. Alors, excusez-moi, Alain Juppé, mais je reviens à ma question. Comment êtes-vous rentré en politique? Je vous dis, comme ça d'abord, sous l'influence à la fois de ma culture familiale et de l'influence de mes professeurs. Et puis, comme toujours, il y a la nécessité et le hasard. Et le hasard a joué un rôle tout à fait éminent. J'avais commencé une carrière professionnelle au ministère des Finances, d'abord à l'inspection des Finances, puis au ministère des Finances. Et puis un beau jour, je reçois un coup de téléphone du directeur de cabinet du Premier ministre, Jérôme Monod, le Premier ministre était Jacques Chirac, qui me dit « Venez me voir ». Je vais voir, je mets mon plus beau blazer, ma cravate, etc., mes petits souliers. Et il me dit « Est-ce que ça vous intéresserait d'entrer au cabinet du Premier ministre ?» C'est le genre de choses qu'on ne refuse pas lorsqu'on gêne l'inspecteur des finances. J'ai dit, je voudrais réfléchir jusqu'à lundi. J'ai tout réfléchi. Donc lundi, j'arrive, et là, je rencontre Chirac. Et la deuxième chose qui m'a poussé vers la politique, c'est cette rencontre humaine. J'ai découvert un personnage qui avait une présence personnel, physique et intellectuel qui m'a tout de suite marqué. Est-ce qu'on peut utiliser le mot de coup de foudre en rencontrant Jacques Chirac? Pas amoureux, bien sûr, mais oui, c'est très connoté. Mais là, je parle d'une sorte de coup de foudre intellectuel. Oui, et amical. Et
j'ai senti tout de suite que se crée, c'est curieux, c'est une alchimie entre lui et moi, une relation de confiance. Et ce qui est rare en politique, c'est que pendant près de 30 ans, cette confiance n'a jamais faibli, ni dans un sens, ni dans l'autre. Vous le dites dans votre livre, pour moi, le ciment de notre amitié se résume en un mot, la confiance. Je reprends ce mot. Je n'appartenais pas au cercle des intimes de Jacques Chirac. J'étais pas dans le cercle familial. Il était comme moi assez réservé de ce point de vue-là. Il préservait son jardin secret. Mais j'étais quand même très proche de lui en politique et on se comprenait vite. Voilà, on voyait tout de suite qu'on était un peu... Et puis je partageais l'essentiel de ses idées et de ses valeurs. Et ça aussi, c'était un élément pour vous faire entrer en politique, comme on dit, c'est-à-dire défendre un certain nombre de valeurs. Bien sûr, parce qu'il faut se remettre dans le contexte. On est dans les années 70. La gauche est très présente. C'est la coalition socialo-communiste qui était l'ennemi à l'époque. C'est ça. Chirac, c'était le battant. C'était le bulldozer qui s'attaquait à la coalition socialo-communiste. Vous, personnellement, vous étiez dans cette logique-là aussi? Vous vouliez résister Oui, à la je gauche? n'avais pas pour le communisme et le marxisme une affection particulière. Donc, comme je l'ai dit, j'étais nourri plutôt à des penseurs qu'on qualifiera de libéraux. Montesquieu, Tocqueville, Raymond Aron. Donc, c'était plutôt ça ma tasse de thé que Marx et quelques autres. Ou Althusser à l'école normale. À l'école normale, j'appartenais à la catégorie minoritaire, bien que je fusse non pratiquant à l'époque, des talas. Je ne vais pas expliquer sur RCF ce que c'est. On peut quand même le dire, certains ne le savent pas. Oui. Ceux qui vont à la messe, et ceux qui n'y vont pas. Il y avait les cocos et les talas. Donc j'étais plutôt du côté des talas que des cocos. Donc voilà, et ça aussi, c'est m'interroger sur la valeur. Pour moi, je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs, tout ce qui m'a inspiré dans tout ça et tout ce qui fait mes références, c'est l'amour de la liberté personnelle, les libertés collectives, les droits et libertés. Et j'ai encore l'impression au Conseil constitutionnel d'y travailler, vous voyez. Alain Juppé, juste un instant encore, vous avez écrit, après la mort de Jacques Chirac en 2019, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Mon Chirac, une amitié singulière ». Vous avez parlé de cette notion de confiance qui était très importante. Quel a été le ressort de cette amitié pendant tant d'années, puisque vous êtes resté amis et engagés politiquement pendant tant d'années? Je vous l'ai dit, d'abord une convergence sur ce que nous voulions faire, faire en sorte que l'économie française s'oxygène, qu'elle retrouve un certain nombre de libertés et de dynamisme. En même temps, parce que j'ai pas prononcé jusqu'à présent le mot du général de Gaulle, mais ça a compté beaucoup aussi dans mon engagement politique. Et le gaullisme, c'est aussi une doctrine sociale, proche de celle de l'Église, d'une certaine manière, et proche des idées qu'on va ressurgir aujourd'hui sur le partage de la valeur. Enfin, c'était ça, cette adhésion à son objectif. Sa foi européenne aussi, on l'a beaucoup reproché l'appel de Cochin. J'explique dans mon livre Mon Chirac qu'on lui a fait signer un papier qu'il n'était pas véritablement à l'état de lire. À l'époque-là, il était sur son lit d'hôpital en train de souffrir de son accident. Je pense qu'au contraire, c'était un Européen convaincu. Donc tout ça, c'est un corps de doctrine que je partageais. Et la deuxième élément de confiance, c'est sa façon d'être, son caractère très direct. Il enjolivait parfois la vérité. C'est animal politique, oui, animal politique, physiquement. Il occupait l'espace, je l'ai dit. Dès que je l'ai vu, il était grand, fort, voilà, il faisait des grands gestes, des mains magnifiques et énormes, voilà. Donc c'était la présence physique et puis aussi une présence morale et intellectuelle. Changer de vie demain, si nous le voulons, tous ensemble, nous réussirons. La France a besoin d'un homme de courage, de résolution. Votons Jacques Chirac. Alain Juppé, est-ce que vous imaginiez, en vous engageant comme vous l'avez fait en politique à cette époque-là, que ce serait aussi chronophage et que ce serait quelque part au détriment d'une vie familiale, d'une vie personnelle? Parce qu'on le sent bien dans votre autobiographie que la famille a été mise de côté quand même si elle tient une grande place, les deux familles que vous avez fondées,
Vous avez dû sacrifier énormément de choses à la politique. Comment vous relisez ça? Est-ce que je le savais? Oui et non. Je le savais forcément, parce que quand j'ai commencé à fréquenter le monde politique, que je ne connaissais pas, je le répète, je suis arrivé à Paris sans connaître personne, mais voilà, j'ai parlé autour de moi, et tous ceux qui témoignaient de leur vie me disaient à quel point elle était contraignante, le soir, le week-end, etc. Tous les soirs, on rentrait tard à la maison, et puis les week-ends, on ne connaissait pas. Aussi bien dans la vie politique nationale que peut-être plus encore dans la vie politique locale, qui a été une grande partie de mon engagement politique à Paris, dans le 18e arrondissement, et à Paris, à Bordeaux, 24 ans. Donc, je le savais, mais on ne sait jamais sans le vivre. Et après, je l'ai vécu, et j'ai vu à quel point, effectivement, c'était contraignant, à quel point la famille pouvait en souffrir. Et vous en avez souffert? Moi aussi. Vous étiez tellement pris dans le tourbillon. Alors, on en souffre sans en souffrir, parce qu'on est tellement embarqué, comme vous le dites, on croit ce qu'on fait, il y a une forme d'enthousiasme, peut-être même de griserie dans la vie politique, que on accepte de sacrifier d'autres choses. Alors après, postérieurement ou a posteriori, je m'interroge. Est-ce que j'étais un bon père? Est-ce que j'étais un bon mari? Bon mari, je dis sans doute pas, puisque je me suis repris à 2 fois. Mais j'ai vécu 2 belles histoires d'amour, la première et la deuxième. Voilà. Et ce dont je suis fier aujourd'hui, c'est que les 2 ne sont pas en conflit. Vous arrivez à réunir les 2 familles. J'arrive à réunir les 2 anniversaires. familles. Le jour du mariage de ma fille, nos 5 enfants étaient là, de 2 lits différents, et ils étaient vraiment cœur à cœur, tous ensemble. Voilà. Donc, et vis-à-vis de mes enfants, je me dis que je les ai accompagnés quand même dans leurs études, et ils ont pu faire des études relativement brillantes les uns et les autres. Mais vous le voyez, les mœurs ont changé aujourd'hui dans l'engagement de nos contemporains. Des jeunes, on le voit dans la vie professionnelle, ne veulent plus tout sacrifier à la vie professionnelle comme votre génération l'a fait. Et la politique fait peur à bien des jeunes. Pas uniquement à cause de ça, parce que ceux qui ont vraiment le vrai virus politique sont prêts à surmonter cet obstacle. Vous avez raison, il existe, on le voit bien dans la féminisation d'un certain nombre de corps professionnels. Alors, attention, moi je suis un militant de l'égalité entre les hommes et les femmes, et pour moi ça ne fait pas de problème. Enfin, il n'en reste pas moins que les femmes ont peut-être moins de disponibilité pour bosser tous les soirs jusqu'à 10 heures et 7 jours sur 7 que certains hommes. Non, je crois que ce qui retient aujourd'hui les jeunes gens et les jeunes filles de talent de s'engager dans la politique, c'est la réputation abominable de la classe politique. Les hommes politiques et les femmes politiques sont réputés inefficaces, menteurs, alors, si vous le permettez, impuissants, prévaricateurs. Voilà. Alain Juppé, si vous le permettez, je vais lire ce que vous aviez écrit déjà en 1993 dans La Tentation de Venise. Vous aviez écrit « Y a-t-il aujourd'hui espèce plus décriée que l'homo politicus, incompétent, inutile, menteur, voleur. Voici quelques-unes des épithètes qu'on nous adresse volontiers. Que sait-on vraiment des hommes politiques et de la vie qu'ils mènent ?» Vous avez écrit ça il y a 30 ans. J'ai pas une virgule à changer. Vous diriez la même chose. J'utilise les mêmes mots aujourd'hui. Alors comment expliquer ce discrédit des hommes et des femmes politiques par nos contemporains ? Il y a des moutons noirs qui ne servent pas la cause de ce qu'on peut appeler la classe politique. Mais il y a des moutons noirs partout. Dans toutes les professions. Et il n'y en a pas beaucoup plus, me semble-t-il, en politique que ailleurs. Et je peux porter témoignage pour les connaître bien que les hommes et les femmes politiques s'engagent d'abord pour servir, parce qu'ils croient au bien commun, ils croient à la possibilité, non pas de changer la vie, ça c'est un peu délirant, mais en tout cas d'améliorer la situation de leurs concitoyens. C'est ça qui les fait agir et qui. Alors pourquoi mais Alain Juppé, est-ce que ce n'est pas au début, dans l'enthousiasme de la jeunesse, on veut changer le monde, et puis après, on s'installe dans les ors de la République, peu à peu. C'est d'abord on s'installe, c'est pas toujours très commode de s'installer parce qu'on peut se faire virer assez rapidement, donc ça arrive. Et puis prenez l'exemple des maires. Alors, il y a un grand débat pour savoir si il faut limiter le nombre de mandats des maires. Ce serait une certains utilisaient cette formule pour un autre cumul de mandats. Ce serait une bêtise. Il faut du temps, d'abord pour faire l'apprentissage. La vie politique, c'est un apprentissage. C'est l'apprentissage des autres. C'est l'apprentissage de la proximité. C'est l'apprentissage de l'écoute de ses concitoyens. Donc ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Et ensuite, et c'est pour moi la deuxième raison de l'engagement politique, pour agir, pour réaliser, pour faire, il faut du temps. Je vais prendre l'exemple bordelais. Au début de mes mandats, j'ai dit on va faire 2 nouveaux ponts à Bordeaux. Pour le premier, il m'a fallu 10 ans. Pour le deuxième, 20.
Voilà. Donc si j'avais été amené à partir au bout de 4 ou 5 ans, il n'y aurait pas de pont à Bordeaux. Alors Alain Juppé, on reparlera tout à l'heure de votre fonction de maire et de la différence entre gérer une ville et gérer un pays, comme lorsque vous étiez Premier ministre. Mais j'aimerais revenir sur cette notion de politique. Est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est un service ? Si je dis que c'est un métier, je vais me faire honnir de tous les côtés. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut improviser du jour au lendemain. Alors, est-ce que ça nécessite, j'ai utilisé ce mot, je le préfère celui de métier, un apprentissage. Et contrairement à ce qu'on raconte, dans la plupart des grandes démocraties, je parle pas des dictatures, où là ça dure encore plus, mais un président des États-Unis, il sort pas du chapeau du jour au lendemain. Sauf Trump peut-être, et encore. Mais Biden, avant d'être président, il a été vice-président, il a été sénateur. Obama aussi a été sénateur. Donc la carrière politique, ça compte. L'apprentissage d'un certain nombre de comportements, de réalités de la politique, fait que... alors, je n'utiliserai pas, je le répète, le mot métier, mais c'est une mission à laquelle il faut se préparer et qu'il faut exercer dans le temps. Alain Juppé, pourquoi y a-t-il autant de luttes internes en politique ? Là aussi, c'est quelque chose, ça vous fait sourire, mais c'est quelque chose, vu de l'extérieur, qui semble terrible, à quel point il y a des guerres permanentes entre les différents partis et au sein des mêmes partis, des guerres de pouvoir. Alors, ma question est peut-être naïve, mais pourquoi autant de luttes internes en politique ? J'ai cru comprendre que les luttes internes à la Curie, au Vatican, c'était aussi pas... Mais c'est très politique également. C'était pas un longement tranquille. C'est très politique. Et il m'arrive d'entendre entre des professeurs de médecine qui briguent l'élection à telle ou telle académie des choses sur leurs concurrents qui sont pas très sympathiques. Donc je veux dire par là que partout où il y a des enjeux de pouvoir, il y a de la compétition, et parfois une compétition pas très cordiale. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de malhonnête intellectuellement parfois, où on défend absolument le point de vue de son parti. On pourrait s'arranger, et je pense pour la gestion de certaines décisions pour faire avancer la France, et on est encore dans ces clivages gauche-droite. C'est pas de la malhonnêteté, c'est plutôt du sectarisme, serais-je tenté de dire, qui existe. Quand on appartient à un parti, on a tendance à s'aligner sur la position du parti par souci d'efficacité aussi, parce que si on se divise, on sait très bien qu'on échoue. Et je le répète, je ne pense pas que ce soit... Pourquoi est-ce que ça apparaît plus en politique qu'ailleurs ? Parce que c'est sous le feu des médias, en permanence. Dans les entreprises, c'est feutré. Les luttes pour le pouvoir au sein d'une entreprise, ça fait pas la une de RCF ni des autres radios. En revanche, la compétition pour les prochaines élections européennes, on va en parler tous les jours pendant plusieurs semaines. Alors je veux pas minimiser certains aspects des mœurs politiques qui sont pas très sympathiques, où il y a des coups fourrés, où il y a des pots de banane, etc. Mais je le répète, ça me paraît la logique de la compétition quand il y a des enjeux de pouvoir. Je vous pose cette question, Alain Juppé, parce qu'il y a quelques années, vous avez longuement dialogué avec Michel Rocard, homme de gauche, qui a été comme vous Premier ministre, mais avec François Mitterrand. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « La politique telle qu'elle meurt de ne pas être ». Titre invendable. Invendable, mais très beau titre, qui dit bien ce que ça veut dire. Vous aviez fait un dialogue animé par Bernard Guetta. Et j'ai envie de vous demander ça. Pourquoi est-ce que la politique meurt de ne pas être ? D'abord, elle n'est pas morte. Ouais, elle va pas bien. Et en plus, oui, c'est vrai qu'il y a une crise de la démocratie aujourd'hui sur laquelle on va peut-être revenir, qui me préoccupe beaucoup. Mais enfin, nous avons apporté la démonstration que le dialogue était possible. Et il n'a pas été peut-être unique au monde ou unique en France. Il y a d'autres exemples. Je les cherche, mais ils ne me viennent pas à l'esprit. Mais donc c'était possible. Vous avez dialogué avec Michel Rocard. Vous auriez pu, en fonction, dialoguer ensemble. Mais bien sûr, moi, je pense que aujourd'hui, et je vais dans votre sens, la vertu suprême que je prône à longueur d'émissions et d'ouvrages, c'est la vertu de modération. On vit ça, c'est le sage du Conseil constitutionnel qui nous parle. Peut-être. C'est plus l'homme politique, là. Si, ça voudrait être aussi l'homme politique. Je déteste l'hystérie à laquelle nous assistons aujourd'hui. La colère est mauvaise conseillère. J'aime bien les vieux dictons. Monter aux extrêmes. Montesquieu dit qu'il n'y a rien de plus facile que de monter aux extrêmes. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de rechercher le point d'équilibre, d'écouter les autres, de faire preuve de tolérance. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a pratiqué le doute méthodique,
méthodique, qui est une vertu là aussi intellectuelle très importante, on décide et on agit. Et un auteur que j'aime bien citer, qui est Jean Birbonne, parle de la radicalité de la modération et du courage de la nuance. Et on a faut l'impression beaucoup de courage pour Alain cultiver Juppé, la nuance aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement est trop rare en politique. Vous en avez fait les frais, Alain Juppé. Dès que l'on veut réformer en France, Ça, c'est autre chose. on voit à quel point les négociations sont difficiles, pas seulement entre partis politiques, mais bien sûr avec les syndicats. Et non, surtout avec les Français. Et avec les Français. Avec les Français, parce c'est-à-dire qu'il y a- qu'on est un peuple ingouvernable, la France. Non, bon an, mal an, on gouverne. Voilà. Et la France n'est pas effondrée, contrairement à ce que j'entends dire matin, midi au soir. C'est un pays extraordinaire. J'ai même dit quelque part dans mon livre que c'était le pays des merveilles. Mais c'est difficile, parce qu'il y a un conservatisme foncier chez tous les peuples. Dès qu'on essaye de changer quelque chose, on dérange. Je vais reprendre l'exemple de Bordeaux. Quand j'essaye de faire une nouvelle ligne de tramway, les commerçants de la rue en question sont pas contents. Et puis, quand le tramway fonctionne, 5 ans après, ils viennent me voir en me disant c'est super, voilà, ça a changé notre vie. Voilà. Quand vous avez Donc, ça veut voulu dire- réformer les retraites, là, vous avez fait descendre tout le monde dans la rue. Non, j'ai pas voulu. Alors ça, je vais faire établir un point d'histoire. Le plan Juppé, c'était pas une réforme des retraites, c'était une réforme de l'assurance maladie, et je l'ai faite jusqu'au bout. Au point que si aujourd'hui il y a une loi de financement de la sécurité sociale, c'est la réforme Juppé de janvier 1996. Bon, ça c'est un. D'accord. Alors un pourquoi tout le monde est descendu dans la rue à votre époque là, et votre notoriété est descendue en flèche à ce moment-là. Oui, un de mes amis politiques a dit Juppé, à force de descendre, il va trouver du pétrole. Il parlait des sondages, naturellement. On va descendre aux enfers. Comment on vit ça quand on est un homme politique, on travaille nuit et jour pour essayer de faire avancer la France, pour le bien-être collectif, et puis on se fait ramasser. Oui, mais excusez-moi ce qu'il y a de bien dans l'âge qui vient, c'est que une fois que le temps passe, tout d'un coup, vous redevenez populaire. La popularité posthume est une grande chance pour les hommes politiques. Pas pour tous, mais bon, pour certains. Visage RCF. Alain Juppé, j'aimerais qu'on parle de cette vie que vous avez eue comme Premier ministre. Quand j'ai lu votre livre, j'ai revisité l'histoire de France grâce à vous, enfin à travers vos yeux, mais de l'intérieur. Donc, je dirais pour le commun des mortels que nous sommes, c'est toujours intéressant de voir l'histoire qui se fait à travers vos yeux. Vous avez été Premier ministre pendant 2 ans et 16 jours exactement, entre 1995 et 1997, sous la présidence de Jacques Chirac. Vous dites non, Matignon n'est pas un enfer. On a tous, quand on n'est pas du tout spécialiste de la politique, l'image du Premier ministre qui est au charbon en permanence, corvéable à merci, et entre le président de la République et tous ces ministres qui lui demandent sans arrêt de l'argent. Et vous dites non, Matignon n'est pas un enfer. Alors dites-nous pourquoi. C'est ma réponse à un livre écrit par une journaliste, Raphaël Baquet, si je me souviens bien, qui a écrit un livre qui s'appelle L'enfer de Matignon. Alors comme j'ai l'esprit de contradiction, j'ai essayé de dire non, c'est pas un enfer. D'abord, j'ai un argument qui me paraît très fort avec une exception, c'est que je ne connais pas de Premier ministre qui quitte l'enfer volontairement. Il y a que Chirac qui l'a fait en démissionnant. Tous les autres, ils sont prêts à continuer. Et ils ne partent que quand ils sont foutus dehors, soit par les électeurs, soit par le président de la République. Ce qui prouve que l'intérêt du métier, pardon, j'utilise ce mot, ou de la fonction, est supérieur aux inconvénients que cela comporte. Pourquoi ? Parce que quand on est un homme politique, on a envie d'agir. On a envie de prendre des décisions, de faire en sorte que ces décisions s'appliquent et qu'elles puissent améliorer la vie quotidienne des gens. Et Matignon est l'endroit où on prend des décisions toutes les heures. Mais est-ce que vous c'est ça qui est passionnant et motivant, même si on est un peu parfois, c'est vrai, dans une bulle qui vous coupe des réalités. Ça, c'est une donnée intéressante qu'on développera. Mais est-ce que vous n'êtes pas écartelé en tant que Premier ministre entre les décisions prises par le président de la République, vos ministres qui tirent tous dans leur sens? Enfin, je ne suis pas un spécialiste de politique, mais on voit très bien que le ministre des Finances doit résorber la dette de la France. Par contre, tous ces ministères sont là pour tirer, pour dire « donnez-nous plus d'argent pour l'éducation, donnez-nous plus d'argent pour l'armée, donnez-nous plus d'argent pour la représentation de la France à l'extérieur ». Et là, vous êtes, vous, Premier ministre, au milieu de tout ça. Comment vous avez vécu ça ? Il y a plusieurs configurations, président de la République, Premier ministre. Il y a des cas où le président préside, il a des vues sur le moyen et le long terme, et il laisse une assez large marge de liberté à son Premier ministre, De Gaulle, et ses premiers ministres. Il y a d'autres configurations où le président s'occupe de tout.
Alors là, joker, hein, je ne ferai Vous aucune... ne pouvez pas me donner des noms. Là, aucune référence. Et puis, il y a des situations un peu équilibrées. C'est ce que j'ai vécu avec Jacques Chirac, où il était très présent, notamment sur la scène internationale, mais où il me laissait une assez grande liberté de manœuvre sur les questions domestiques, utilisant ce mot, tout en se tenant au courant, et je rendais compte évidemment de mes initiatives, mais j'avais pas l'impression d'être sous une tutelle permanente. Et ma réforme de l'assurance maladie, il me l'a laissé conduire jusqu'au bout, malgré les réactions que, mal comprises, elle avait provoquées dans l'opinion. Voilà, donc tout dépend de la relation président-premier ministre, ça peut être l'enfer, là, oui, vraiment, dans certains cas. Vous avez parlé de Rocard et de Mitterrand, c'était bien connu, ça, je pense qu'on peut l'évoquer. Et puis, ça peut être, sinon le paradis, du moins une relation apaisée qui permet de progresser et de travailler. Et c'est comme ça que je l'ai vécu, pour ma part. Et je serais bien resté un peu plus longtemps si on n'avait pas perdu les élections en 1997. 2 ans, c'était dans l'enfer, oui. Alain Juppé, je dirais le processus normal quand on est en politique à un haut niveau, c'est d'être plusieurs fois ministre, Premier ministre, et puis de devenir président de la République. Alors la question que tout le monde a dû vous poser, ou vous pose encore, c'est que vous avez été très proche de devenir président de la République. Je l'ai même été dans les sondages pendant 6 mois. Oui, dans les sondages, uniquement dans les sondages. Donc, je rappelle très brièvement, vous êtes présenté pour les élections de 2017 aux primaires, et vous n'avez pas été retenu dans les primaires de la droite de cette époque-là. C'est François Fillon qui a été retenu. Puis, suite à l'affaire de François Fillon qui s'est retiré, vous ne vous êtes pas présenté pour être président de la République. Vous dites l'aboutissement normal de mon parcours aurait dû être président de la République. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté? Juste un petit retour en arrière. Je vous ai dit tout à l'heure que je serais bien resté quelques mois de plus à Matignon. Pourquoi faire? Parce que j'avais un objectif précis. Faire en sorte que la France soit prête à entrer dans l'euro. Ça devait se passer en 98-99. C'était ça qui me motivait. Vous voyez qu'on a parfois des objectifs qui ne sont pas purement personnels et purement égoïstes. Alors, je reviens à la primaire. Bien sûr, quand j'étais enfant de cœur, je voulais être pape. Quand j'étais député, je voulais être président de la République. Voilà, c'est ça. Normal. Et donc, c'est le cursus normal. J'avais été à Matignon et le coup suivant, la marche suivante, c'était l'Élysée. Mais vous y avez cru même pendant quelques mois. Bien sûr que j'ai cru. Et je me suis lancé avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme dès 2015-2016. Et pour moi, ça a été une campagne formidable. J'ai rencontré des milliers de Français, j'ai sillonné la totalité des départements de France et des territoires d'outre-mer. Donc voilà, j'en garde un souvenir extrêmement positif. Et puis, patatras, ça n'a pas marché. Alors, j'essaye d'analyser dans mon livre les raisons, on y reviendra peut-être. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai respecté ma parole. J'avais dit, je soutiendrai celui qui arrive en tête. Celui qui est arrivé en tête, c'était François Fillon. Et contrairement à ce qu'on a raconté, les primaires ont fonctionné. Elles ont dégagé un candidat qui a eu autour de lui le soutien unanime de toute la formation politique qu'il représentait. Mon soutien, celui de Sarkozy et des autres. Après, ça s'est gâché, on sait pourquoi. En janvier, pas en décembre, en janvier. Et là, c'est vrai que la question s'est posée de savoir si je ne pouvais pas être un plan B, puisque le plan A, Fillon, avait échoué. Alors j'ai eu cette petite réaction qui vous montre que parfois je dois confesser le péché d'orgueil, et j'ai dit je ne suis pas un plan B. Ça voulait dire quoi? Je suis pas un plan de rattrapage, non, mais au fond des choses. Est-ce que c'est l'orgueil qui vous a empêché d'être président de la République? Uniquement, c'est aussi le réalisme politique. Une fois que les choses s'étaient passées comme elles s'étaient passées, j'étais convaincu que je ne pouvais plus rassembler mon camp. Il y avait eu trop de clivages entre le centre, d'une certaine manière, le centre et la droite. Voilà, entre le centre et la droite, bien sûr. Et j'entendais déjà un certain nombre de responsables de la droite dire « on votera pas Juppé, on préférera voter Le Pen ». Et j'allais pas m'embarquer dans une aventure dont l'échec était couru d'avance. Vous ne l'avez jamais regretté? Non, je l'ai pas regretté. Vous savez, moi je cultive pas l'amertume. J'ai eu envie d'être président de la République, je me suis battu pour ça, j'ai pas réussi. Bon voilà, j'y pense pas tous les matins en me rasant. Alain Juppé, vous avez été pendant plus de 20 ans, 22, maire de Bordeaux. 24 ans. 24 ans. Y compris mon interruption pendant 1 an au Québec. Donc de 1995 à 2004, puis de 2006 à 2019, vous avez réveillé la belle endormie, comme on appelait Bordeaux autrefois. C'est ce que disent certains. Alors, est-ce que c'est plus facile de transformer une ville que de transformer un pays, Alain Juppé? Oui. Bien sûr. C'est vrai que Bordeaux avait eu, depuis la Deuxième Guerre mondiale, un seul maire, Jacques Chaban-Delmas, 48 ans de mandat.
Wow. C'est trop là, comment vous relisez ça? Maintenant, il est mort, comment vous relisez ça? Il a été un super maire, il a fait des choses magnifiques dans la ville, il était adulé par les Bordelais, il a fait un mandat de trop. 10 ans de trop, il était fatigué, il était malade, etc. Et j'avais l'obsession, moi, de ne pas faire le mandat de trop. On y reviendra peut-être. C'est pour ça que vous n'êtes pas représenté en 2019. Absolument. Donc j'avais ça en tête depuis longtemps. Et donc la ville avait périclité, incontestablement. Les Bordelais eux-mêmes, c'est pas moi qui l'ai inventé, baptisaient leur ville la Belle, parce qu'elle a toujours été belle, mais endormie, et elle était vraiment endormie. Elle était sous la suie, notamment. Alors ça a beaucoup frappé quand les les étrangers traversaient Bordeaux, c'était la ville noire. Elle n'avait jamais été ravalée parce que Chaban voulait pas embêter les propriétaires. Et la première chose que j'ai faite, c'est de lancer un plan de ravalement. Et tout d'un coup, révélation. Ravaler, révéler, j'ai joué sur les mots. Les Bordelais se sont rendus compte que leur ville était blonde. Et ça a transformé la vision qu'ils avaient de cette ville. Après, on a beaucoup bossé. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. J'ai lancé un projet urbain avec la réalisation d'un tramway qui a été une magnifique réussite, la reconquête des quais. Bordeaux avait tourné le dos à son fleuve, alors qu'un historien a dit que Bordeaux était un don de la Garonne. Et puis, y compris la rive gauche, c'est ça? La rive gauche, c'est la rive originelle de Bordeaux. La rive droite, c'était la Pampa. Et là, vous avez transformé la rive droite. Et on a transformé les deux rives. On a reconquis la rive gauche. Quand j'ai été élu maire de Bordeaux, quand je voulais aller courir avec ma femme, à l'époque, je courais, on pouvait pas y aller. Il y avait des grilles rouillées, des hangars en ruine, mal famés. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de vie extraordinaire. Il y a très peu d'opérations d'urbanisme qui fassent l'unanimité. Des experts et des habitants. Et celle-là fait l'unanimité. Et donc, j'ai adoré ce boulot parce que je savais ce que je voulais faire. Je ne l'ai pas fait tout seul. J'avais une équipe formidable. On a travaillé en équipe. Et quand je reviens à Bordeaux aujourd'hui, j'étais il y a quelques jours, ce qui me fait chaud au cœur, c'est que les Bordelais m'en sont reconnaissants. Et ça me touche profondément. Et je reviens à ma question. Pourquoi est-ce que c'est plus facile, je le mets entre guillemets, parce que ça demande beaucoup d'énergie, j'imagine, de transformer une ville que de transformer un pays? Parce que d'abord, les problèmes ne sont pas de la même échelle. Je vous disais que faire des ponts, ça prend du temps. Faire deux ponts, c'est plus facile que de réformer les retraites. Et réaménager un quartier, c'est plus facile que de réformer l'éducation nationale. Donc on ne peut pas plaquer la transformation même d'une métropole à celle d'un pays. C'est pas la même échelle de problème, naturellement. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle c'est plus facile, c'est que quand vous êtes maire, vous êtes au contact quotidien de vos concitoyens et pas pour faire des bains de foule entourés par la gendarmerie nationale ou les services de sécurité. Vous êtes vraiment au contact des gens. C'est exigeant parce que les gens sont exigeants, mais en même temps, ça vous permet de comprendre ce qu'il faut faire, d'adapter éventuellement vos objectifs et de faire fonctionner ce qu'on ne sait pas faire fonctionner au niveau national, c'est-à-dire la démocratie participative ou au quotidienne, comme on la recherche aujourd'hui. Quand vous êtes maire, vous avez des conseils de quartier, vous avez des collectifs de riverains, vous faites des choses qui sont co-construites avec les habitants. Pour faire ça au niveau national, on essaye en ce moment. On lance des conseils de la refondation, des grands débats, etc. Et vous vous rendez compte que c'est plus difficile avec 67 millions de Pékin qu'avec 250 000 Bordelais. Bordeaux t'a changé, ma rebelle. T'es belle avec tes nouveaux quais. Le soleil fait des aquarelles sur les vitres de tes troquets. Picorée de feu, ma femelle, dans les cafés où je m'assois, tu éblouis la clientèle avec ton écharpe de soie. Bordeaux, c'est un dessin d'enfance, un essaim d'innocence. C'est l'océan immense qui me tend tous ses bras. C'est ma vie qui commence avec ses espérances. C'est la main de ma mère qui me serre et j'espère que ça continuera. Bordeaux, c'est ça pour moi. Bordeaux, c'est ça pour moi. Alain Juppé, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous avez été maire en 2 étapes, entre 95
2015 et 2004. Puis il y a eu cette interruption, vous êtes parti au Québec. Forcé. Alors j'aimerais savoir avec du recul, comment vous relisez ce que vous appelez cet orage fatal qui allait faire éclater ma vie? Bon, très douloureusement, parce que ça a été pour moi une épreuve extrêmement difficile. Vous me permettez, excusez-moi, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle juste rapidement que vous aviez été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt, pour motif de ce qu'on a appelé l'affaire des emplois fictifs du RPR. Ça, c'est le langage juridique qui fait peur. Oui. Concrètement, ça voulait dire quoi? Le RPR employait, je ne vais pas rentrer dans le débat juridique, des personnes qui étaient en réalité rémunérées par la ville de Paris. Voilà. Est-ce que c'était vrai ou pas vrai, totalement ou pas totalement, c'était l'enjeu du procès. Vous avez été jugé. C'était une pratique de la quasi-totalité des partis politiques à un moment où les règles de financement des partis politiques étaient en pleine évolution. Je n'ai pas mis en conformité la pratique avec le droit suffisamment vite et voilà, ça m'est tombé dessus. J'ai eu le sentiment lors du jugement de première instance qui m'a condamné à une éligibilité à vie ou pratiquement et qui avait décrété que j'avais trahi la confiance du peuple français, d'une profonde injustice. J'ai été rasséréné par le jugement en appel qui a d'abord écrit noir sur blanc que je n'avais pas mis un centime dans ma poche. C'était pas enrichissement personnel? Aucun enrichissement personnel. Et deuxièmement, que je ne devais pas être le bouc émissaire de mon parti. Et si le tribunal disait ça, c'est parce que d'une certaine manière, je l'étais. Voilà. Donc, comment on vit ça, sincèrement? Ça a dû être... C'est un choc parce qu'on se sent humilié, on se sent pas totalement abandonné, parce que c'est pas vrai. Mes amis sont restés mes amis, Jacques Chirac a été à mes côtés en permanence, et puis ma femme a été admirable, donc j'étais pas seul, hein. J'étais très soutenu, mais en même temps, on a un peu le sentiment que, voilà, la justice se dit, on en tient, on va faire un exemple. C'est un peu ça, le procès de première instance. Vous pensez qu'il y avait une forme de règlement de compte? Oui, évidemment, évidemment. Enfin, je vais un coup plus loin, mais je le dis un peu dans mon livre. Alors Alain Juppé, je parle du regard sournois des assesseurs de la présidente du tribunal qui me disaient très clairement, pas par la voix mais par le regard, on te tient mon coco et on va t'avoir. Voilà. Alors je le répète, la cour d'appel a rectifié le tir et après tout ça est rentré plus ou moins dans l'ordre. Mais si je n'ai pas pu être candidat en 2007 à l'élection présidentielle, alors que Jacques Chirac souhaitait me passer le flambeau, c'est parce que ce procès était encore trop frais dans la tête des gens. Et que c'était voulu? Vous pensez que c'était voulu? Non, je pense que c'était pas construit comme ça. Parce que c'était pas pour vous empêcher de devenir président de la République. Non, c'était pour se dire, voilà, les hommes politiques n'échappent pas à la loi et on en tient, on fait un exemple. Voilà. Vous êtes parti au Québec, vous avez quitté la France pour aller enseigner au Québec. Vous y êtes resté un an. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté? Pourquoi vous n'êtes pas dit, mais finalement, allez, j'arrête la politique après ces coups-là, et puis je fais de l'enseignement, je vis avec ma femme, mes enfants? C'est marrant parce que c'est exactement ce que me disaient ma femme et mes enfants. Je raconte que j'ai tenu un conseil de famille à la fin de l'année en disant qu'est-ce qu'on fait? On rentre en France ou à Bordeaux? Enfin, on rentre en France ou on reste ici? Alors, premier tour de scrutin, Paris ou le Canada? On était 4 à voter, ou 5, je ne sais plus. Le Canada l'emporte, largement. Alors je fais un deuxième tour de scrutin, le Canada ou Bordeaux. Et là, il y a partage des voix, et je dis, j'ai voix prépondérante, et donc... C'est vous qui avez tranché, là. Je tranche. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'entrer à Bordeaux? C'est très lié à mon procès, hein. J'avais l'impression d'avoir été humilié. On avait dit que j'avais trahi la confiance du peuple français. Mon objectif, c'était de reconquérir cette confiance. Et donc, je voulais me faire relégitimer par le suffrage universel. Et c'est pour ça que je l'ai fait dès 2016, au cours d'une élection partielle que j'ai gagnée assez largement. Puis à nouveau en 2006, pardon, excusez-moi. Je me trompe de 10 ans, puisque c'était en 2005, le Canada. Et donc, en 2006, et puis à nouveau en 2008, une nouvelle élection où j'ai été également réélu assez confortablement. Et là, je me suis senti lavé d'une certaine manière de l'opprobre qui avait été jeté sur moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes membre du Conseil constitutionnel. Ça n'a pas été un handicap d'avoir, allez, je ne sais pas si on appelle ça un casier judiciaire, mais... Si, on appelle ça comme ça. C'est la première question que j'ai posée au président de l'Assemblée nationale quand il m'a dit « je vais vous nommer ». Je lui ai dit « mais je suis un repris de justice ». Il m'a dit « mais j'ai examiné la question, ça pose pas de problème ». Et quand j'ai comparu devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, puisque dans la procédure, la nomination des membres du Conseil constitutionnel est subordonnée à l'avis de l'Assemblée nationale, la question a été abordée très franchement, c'est moi qui l'ai abordé, et les commissaires m'ont dit, OK, il y a prescription.
Alain Juppé, vous êtes très sensible à la notion de laïcité. Vous en parlez dans votre livre assez longuement, et vous dites qu'il faudrait même changer la devise républicaine. Liberté, garder liberté, égalité, fraternité, et rajouter laïcité. Pourquoi c'est aussi important à vos yeux ? Aujourd'hui, c'est particulièrement important parce que je disais que notre démocratie est fragile et malade. J'ai évoqué l'abstention, le blocage de la démocratie représentative, mais elle est aussi attaquée par les obscurantismes, les extrémismes, les fanatismes religieux, essentiellement djihadistes aujourd'hui. On pourrait dire pas que, quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis avec les suprémacistes blancs, les créationnistes, les 10 ou 15% de la population qui pensent que la Terre est plate, les platistes, vous dites qu'il y a quand même un problème là. Bon, alors la laïcité pour moi c'est quoi ? Et je voudrais insister là-dessus parce que on n'en voit toujours qu'un seul aspect. La laïcité, c'est d'abord la liberté de religion, la liberté de choisir sa religion ou aucune et de la pratiquer. C'est un article de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Toutes les opinions, même religieuses, dit la Déclaration de 1789, doivent pouvoir s'exprimer librement. C'est ça qui est fondamental. C'est donc pas la laïcité un combat anti-religieux. Il faut vraiment s'en convaincre. Et deuxième volet, c'est que la religion, c'est la sphère privée, c'est la spiritualité individuelle, c'est la vie de famille, c'est la vie personnelle, et dans la vie publique, c'est la loi de la République qui prévaut sur toutes les autres lois. Et en particulier, l'égalité des hommes et des femmes. S'il y a des religions qui ne reconnaissent pas l'égalité entre les hommes et les femmes, il ne s'agit pas de la religion catholique, peut-être d'autres, eh bien, ça doit céder le pas devant la loi de la République qui fait de l'égalité entre les hommes et les femmes une liberté fondamentale. Voilà ce que c'est la laïcité. Et donc, c'est compliqué, c'est quelque chose qu'il faut... Mais vous le dites dans votre livre, Alain Juppé, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Le problème aujourd'hui en France, c'est essentiellement avec l'islam, ou avec une interprétation de l'islam. Vous en parlez avec Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux, par exemple, sur cette question. Est-il possible en France qu'il y ait un islam qui ne soit pas politique et qui respecte la démocratie ? Si ça n'est pas possible, ça veut dire que nous allons vers la guerre civile, puisqu'il y a 4 ou 5 millions de Français qui sont musulmans. Je fais un petit retour en arrière. Cette confrontation entre la République et les religions extrémistes, ou qui n'acceptaient pas la laïcité, on l'a menée avec l'Église catholique. 1905, ça a été rude. On faisait évacuer les congrégations, les églises, etc. Il y a eu une confrontation entre l'Église catholique, qui a eu beaucoup de mal à accepter la République, et qui restait longtemps acquise à la monarchie et à la souveraineté de droit divin, et puis la République. Ça s'est réglé et aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Bon, voilà. De même avec d'autres religions, le protestantisme, une religion chrétienne aussi, ou d'autres. Il y a un problème aujourd'hui avec une certaine conception de l'islam qui revient à une lecture littérale du Coran. On est en 656 ou 57 et on applique ça à la lettre. Je ne crois pas aujourd'hui, je vais peut-être me faire descendre en flammes par les théologiens catholiques, mais qu'il y ait beaucoup de théologiens qui pensent que le monde a été réellement créé en 7 jours. Bon, on relit la Genèse. Les extrémistes musulmans ne relisent pas le Coran. Et ça nous pose un problème aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une interprétation du Coran aujourd'hui qui peut être compatible avec les valeurs de la République, qui peut être contextualisée dans le monde de 2023 ? Quand j'en parle avec Tarek Oubrou, il me dit oui. Il me dit par exemple, rien dans le Coran n'interdit formellement n'oblige le port du voile par les femmes. Et rien n'édicte une inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes. Pourquoi ils ne sont pas plus entendus, ces hommes? Tarek Oubrou, c'est l'imam de Bordeaux. C'est ce que je ne cesse de dire. C'est à vous de le dire. Si moi je le dis, je n'ai aucune crédibilité. D'abord, je suis pas sûr d'avoir lu le Coran dans le détail, c'est quasiment illisible, mais c'est aux théologiens musulmans de prendre la parole et de le dire. Et c'est pour ça qu'à un moment ou un autre, il faudra bien qu'il y ait un accord. J'avais proposé au moment de la primaire de 2016 une sorte de charte de la laïcité entre les religions et la République pour fixer un certain nombre de règles, de principes. Le problème, c'est qu'avec la religion musulmane, on n'a pas d'interlocuteur. Quand on parle avec la religion chrétienne, il y a des évêques, il y a une conférence des évêques, il y a un pape, et ainsi de suite. Là, on est devant une religion complètement éclatée, et c'est un grand problème de la société devant nous. Alain Juppé, il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder. Je vois qu'on approche de la fin de notre échange. Vous dites, et c'est pratiquement les derniers mots de votre livre, la chance d'être français. On ne prend pas assez conscience que nous avons la chance de vivre dans un pays comme la France. C'est un pays magnifique. C'est un pays
des merveilles. Je dis souvent, vous êtes à Bordeaux, vous faites 50 kilomètres, c'est le bassin d'Arcachon, 150 c'est La Rochelle, 150 c'est le Périgord, 100 c'est la forêt landaise, 200 c'est les Pyrénées, c'est extraordinaire. La grande diversité. Et partout en France, c'est un pays qui a une histoire, une culture, une langue, qui est martyrisée. J'espère qu'elle l'est pas trop sur les ondes de RCF, mais enfin, ça me donne aussi... On n'utilise pas trop d'anglicisme. J'ai rien contre l'anglais, mais quand on parle français, on parle français. Voilà tout ce qui me rend... Et c'est un pays qui a des atouts encore aujourd'hui extraordinaires. Je n'aime pas qu'on parle de la jeunesse française, parce qu'il y a des jeunesses françaises. Il y en a une qui souffre, qui est paumée, qui est sur le bord de la route, et qu'il va falloir remettre sur la route. Mais il y a une jeunesse formidable, qui entreprend, qui a envie de créer, etc., et qui se bat dans le monde d'aujourd'hui avec beaucoup de succès. Donc voilà, notre pays a des atouts, et je ne supporte pas le déclinisme. Mais pourquoi on est dans ce déclinisme? Pourquoi les Français ont l'impression de vivre dans un pays parce qu'on les intoxique, parce que vous avez un certain nombre d'intellectuels qui passent leur temps à parler de l'affaissement de la France, de la collapsologie. On sort de l'histoire. Il y a même quelqu'un que je respecte beaucoup qui nous a quittés, qui était Jacques Julliard, qui était plutôt de gauche, qui expliquait que la France sortait... On n'est plus le centre du monde. Et c'est ça qui nous perturbe. Et ça, c'est une réalité. On n'est plus le centre du monde. Oui, mais on peut vivre sans ça. On peut vivre sans être le centre du monde. On a été pendant des siècles, et la France en particulier, au XVIIe siècle, le centre du monde. Enfin, on a oublié la Chine. La Chine n'était pas dans le monde à ce moment-là, pour nous. Mais aujourd'hui, on ne l'est plus. Donc on n'est plus une puissance non plus au regard du monde. Si, on est d'une certaine manière une puissance, non pas dominante, mais une puissance avec des valeurs. Et c'est pas parce que nous ne sommes plus le centre du monde qu'il faut renoncer à ce que nous sommes, à notre propre identité. Et notre identité, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui met la dignité de la personne humaine au centre des valeurs politiques. C'est ça qui est en cause aujourd'hui. Et cette liberté, elle est menacée aujourd'hui? Oui, elle est menacée de mille façons. Elle est menacée par la crise de la démocratie représentative que j'ai dit. Elle est menacée par les fanatismes et les extrémismes dont nous avons parlé un petit peu. Elle est menacée par un développement incontrôlé de l'intelligence artificielle qui nous apporte des progrès extraordinaires, télémétriques, mais qui est aussi un poison extrême avec la diffusion de mensonges à longueur de journée, de complotisme, etc. Et donc il faut recadrer tout cela. Il y a un combat à mener et c'est pour ça que moi j'appelle les jeunes gens et les jeunes femmes à s'engager dans le combat politique pour défendre ça. C'est ça l'enjeu du combat politique aujourd'hui, nos libertés. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un très grand nombre de pays où le matin on peut cracher à la figure du président de la République et se retrouver le soir et ne pas se retrouver le soir en prison? Il n'y a pas beaucoup de pays. Hein. Il y a un petit nombre dans l'Europe. Et donc c'est ça notre bien commun aujourd'hui, nos libertés individuelles, nos libertés fondamentales, et ça vaut la peine de s'engager pour les défendre. Alain Juppé, pour écrire ce livre, Une histoire française, vos mémoires, vous avez relu toute votre histoire. Ce serait refaire, sincèrement, vous referiez de la politique comme vous l'avez fait, vous vous engageriez pendant plus de 40 ans comme vous l'avez fait? Ou vous... Je ne peux pas répondre à cette question, parce qu'il faudrait que je revive. J'aimerais bien revivre. J'avais envisagé d'ailleurs d'intituler ce bouquin « Revivre » à un moment donné. Mais bon, je ne crois pas à la métempsychose, donc j'ai renoncé à cette idée. Je n'ai pas d'amertume sur la vie que j'ai menée. J'ai mené une vie riche en expérience, en responsabilité, en succès, en échec aussi, bien sûr. Voilà, j'aurais pu être quelqu'un d'autre, c'est possible. À un moment donné... Je vous ai dit d'abord que j'avais rêvé d'être archéologue. Je pensais aussi vivre de ma plume. Ça, j'envie beaucoup les écrivains qui vivent de leur plume. C'est pas mon cas. Peut-être qu'avec le succès de ce livre, ça viendra. Je ne sais pas. Et la mort, comment vous l'abordez? Parce qu'elle s'approche de vous, peu à peu, comme de nous tous d'ailleurs. Mais vous êtes quand même plus... Je cite un poème franco-chinois, Cheng, qui dit que la mort est dans notre vie, en réalité. Dès que nous vivons, elle ne vous fait pas peur? Décidé à mourir. En tant que tel, non, parce que qu'est-ce que c'est la mort? C'est un instant, et puis voilà, c'est fini. Ce qui me fait peur, c'est la déchéance physique, la maladie, la souffrance. Ça, c'est un problème qui hante tout homme, je crois, normalement constitué. Et comme vous le dites, voilà, j'ai bien conscience que le terme s'approche. Alors, on est de plus en plus préoccupé, mais bon. Mais pour le moment, vous êtes encore bien actif. Je ne tombe pas dans le pessimisme ni la déprime, je vous rassure. Merci beaucoup Alain Juppé. Merci. Je suis ravi de vous rencontrer. Je renvoie bien sûr à ces mémoires, Une histoire française que vous venez de publier aux éditions Talendier. Vous m'avez fait relire les 40-45 ans de notre histoire française récente. Et donc vive la France. C'est une bonne conclusion. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.